Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité, en 50 ans de vie politique. À l'inverse d'une formule qui fait partie de votre légende, vous n'avez jamais cessé d'ouvrir votre gueule. Vous le confirmez aujourd'hui dans un livre, par plume interposée donc. Bonjour Jean-Pierre Chevènement. Bonjour. Alors, publiez vos souvenirs. Qui veut risquer sa vie la sauvera chez Robert Laffont. Des mémoires de près de 500 pages, faciles à lire, très claires. Et on va s'en inspirer pour évoquer votre parcours au-delà de ce qu'on connaît, parce qu'il y a plein de choses qu'on ne connaît pas, qu'on découvre dans ce livre, si vous en êtes d'accord, à travers des dates. Alors, la première date que j'ai trouvée, c'est le 22 avril 1962. Je crois que c'est votre départ pour Oran. En effet, j'étais au sortir de Cherchel, l'école d'officiers à laquelle j'ai accédé comme appelé du contingent après mes classes à Belfort. Au sortir de Cherchel, je suis devenu officier SAS. Les SAS, c'était les affaires algériennes, les bureaux arabes, comme on disait autrefois dans l'armée d'Afrique. Et ces SAS ont été dissoutes au lendemain du cessez-le-feu, le 19 mars 1962. Donc, je me suis retrouvé à Perregaux, non loin de Saint-Denis-du-Sic, où était mon poste d'officier SAS, et je ne savais pas quoi faire. Et j'ai vu passer un appel d'offres lancé par la préfecture d'Oran, qui manquait de cadres, car tous les cadres étaient repartis en métropole. Oran était aux mains de l'OAS. Donc, j'ai fait ce choix très politique de rejoindre la préfecture d'Oran, où m'a confié les relations militaires avec l'armée française et avec l'armée algérienne. Donc j'avais 23 ans et je me suis trouvé investi d'une responsabilité qui normalement est assumée par des gens qui ont rang de sous-préfet, au moins, puisque j'étais chef de cabinet chargé des relations militaires. Donc j'ai vu toute cette période et je l'ai fait parce que je pensais que si l'Algérie devait devenir indépendante, comme ça apparaissait évident, il valait mieux que ce soit avec la France, comme l'a dit le général de Gaulle, que contre elle. Et par conséquent, j'ai voulu aider à une transition aussi pacifique que possible. Ça a failli mal se terminer, parce que je crois le 5 juillet 62, vous avez failli être tué. Et c'est un miracle que vous soyez encore là, Jean-Pierre Chevènement. Oui, j'ai failli, comme quelques autres, être enlevé. C'était le fait du désordre. Il n'y avait plus d'autorité légitime, ni française, puisque l'Algérie avait cessé d'être française, ni algérienne, puisqu'il y avait un conflit entre le gouvernement de Ben Redda à Alger et le groupe Nidoujdja aux frontières, l'armée des frontières, Ben Bella et Boumedienne, qui le soutenaient. Donc, pour maintenir l'ordre, seulement des auxiliaires temporaires occasionnels, des policiers supplétifs non formés, et par conséquent, un grand désordre avec des gens qui pouvaient évidemment tirer n'importe comment. Je me suis vu avec une mitraillette plaquée sur l'estomac, oui, avec la culasse en arrière, donc j'ai vraiment vu ma dernière heure arriver. Il n'y a pas eu un bruit assez strident de l'autre côté de la rue qui a amené l'ATO, l'auxiliaire temporaire occasionnel, qui me tenait au bout de sa mitraillette à la retourner en sens inverse. Je n'aurais pas eu l'occasion de m'échapper en faisant un sprint tout à fait le plus rapide de ma vie. Je pense, oui. Et par ailleurs, je me suis préoccupé immédiatement de retrouver les autres. Et je suis allé avec le nouveau consul général qui arrivait du Japon, à Tlemcen, où se trouvaient Ben Bella et Boumedienne. Je leur ai demandé la libération de ceux qu'on pouvait libérer. On en a récupéré une vingtaine. Et puis voilà, et la suite a continué. J'ai vu s'installer l'Algérie algérienne, les conflits entre Ben Bella et puis le gouvernement du GPRA à Alger, un conflit qui s'est terminé par la prise du pouvoir de Ben Bella. Alors, à cette époque-là, il y avait des jeunes appelés du contingent. Parmi eux, il y avait celui-ci. Et elle me dit, pourquoi tu as peur? Parce que je ne suis pas sûr de moi. Si j'étais sûr de moi, qui a fait son service en Algérie, qui a tourné son premier court-métrage pour le CPA, c'était le cinéma aux armées, s'appelait Chiffonnard et Bonalois. C'était pendant la guerre d'Algérie. Donc c'était, si vous voulez, il y avait beaucoup de monde en Algérie. Alors, et chacun a vécu sa guerre, parce que les périodes sont très différentes. Et je pense que la dernière période que j'ai vécue, 1961-63, parce que je ne suis revenu
en métropole qu'en 1963 est évidemment très différente des années 1956-57. Alors, cette période en Algérie vous a permis de grandir parce que vous étiez, lorsque vous étiez enfant, vous aviez un côté taiseux, vous disiez bien faire et laisser braire. Vous étiez quelqu'un de très timide, de très renfermé, Jean-Pierre Chevènement. Renfermé, ce n'est pas vraiment le cas, mais j'étais dans les livres et dans l'imagination, et la politique m'avait tout de suite saisi, mais j'y voyais le moyen de réparer l'outrage fait à la France pendant l'occupation, quand j'étais tout petit, que mon père était prisonnier, et que je voyais mon village occupé par les Allemands, même l'école où nous vivions avec ma mère. Donc oui, la politique à l'époque était une grande chose, et par conséquent, le choix que j'ai fait justement à Oran, le 22 avril 1962, c'était un risque que je prenais, mais je pensais que dans la vie, il faut savoir prendre des risques. Et vous voyez la photo qui orne mon livre, c'est la photo d'un homme qui réfléchit, qui s'interroge, qui hésite, qui voit bien que les choses ne sont pas simples. Et c'est une photo qui date de beaucoup plus tard, elle date de 1981. Mais 1981 m'interpellait aussi. Était-ce une si bonne chose, et avons-nous fait le bon choix? C'était toujours la question que je me posais. Alors, cet enfant que vous étiez, votre mère était institutrice, mais vous l'appeliez madame, je crois, lorsque vous étiez en classe. Elle vous considérait comme quelqu'un de très agité. Vous avez très bien travaillé, mais à 4 ans, c'était pas facile pour elle. Non, elle me considérait comme très fatigant, oui, parce que je lui posais beaucoup de questions. J'étais un enfant très curieux. Elle m'avait mis au fond de sa classe plutôt que de me confier aux petites bonnes du voisinage. Et au fond de sa classe, elle avait une classe unique, avec les petits et les grands. J'assistais à tous les cours préparatoires, cours élémentaires, cours moyens, fin d'études. Par conséquent, j'ai appris très vite, dès l'âge de 3-4 ans, je savais lire, et j'ai commencé à lire les livres qui étaient dans la bibliothèque de l'institutrice diplômée de l'école normale de Besançon. Voilà ce qui était. Alors, il y avait quand même la bibliothèque verte, la bibliothèque rose, Alexandre Dumas. D'ailleurs, il y avait le Club des 5 et Enid Blyton. Je ne sais pas si vous avez forcément lu le Club des 5 dans votre enfance, Jean-Pierre Chevènement. Elle écrivait un roman par semaine. C'est extraordinaire. On ne peut pas imaginer ça aujourd'hui. En effet. Mais moi, je lisais plutôt Alexandre Dumas. Et Panorama de la guerre. Et le panorama de la guerre. Qu'est-ce que c'était? Alors, c'est plus tard, après la guerre, mes parents ont acheté un gros livre dans lequel je pouvais prendre connaissance au jour le jour de ce qui s'était passé pendant ces 4 années sidérantes, où il était arrivé quelque chose à la France. Évidemment, ça ne me donnait pas une ligne claire d'explication, puisque c'était des dépêches jour après jour. Alors, on voyait le drame qui se précipitait sur la France, mais on n'en comprenait pas les ressorts. C'est ce que je voulais comprendre. Vous avez fait vos études au lycée Victor Hugo de Besançon, qui a une particularité. Ce lycée s'appelle Victor Hugo, c'est le premier, juste au lendemain de la mort de Victor Hugo. Alors, j'ignorais que ce fut le premier, mais Victor Hugo est natif de Besançon, oui. C'est tout à fait légitime. Alors, on vous a appris aussi l'amour du travail bien fait, Jean-Pierre Chevènement. Ça, c'est important pour vous. Ah oui, ma mère ne tolérait pas les fautes d'orthographe, ni les fautes de syntaxe. Oui. Et elle ne tolérait pas non plus qu'on se tienne mal. Donc, j'étais soumis à une éducation qui était assez rigoureuse, je dois dire. Et votre travail rigoureux vous a mené à l'ENA, mais par hasard? Tout à fait par hasard, parce que mes professeurs voulaient que je fasse normal. J'avais eu un accessité au concours général de grec et un autre au concours général de géographie. Donc, mes professeurs au lycée Victor Hugo pensaient que je pourrais faire un bon helléniste et que si ensuite le professeur m'ennuyait, je pourrais devenir chercheur. Et même le proviseur de mon lycée me l'avait dit, archéologue. Et ça ne m'a pas tenté. Ah bon? À tort ou à raison, finalement, j'ai choisi de faire Sciences Po, parce qu'il y avait une bourse d'abord, une bourse de service public, qui m'obligeait à préparer l'ENA, mais je l'ai fait par curiosité pour la chose politique et pour la compréhension de l'histoire. C'était ça qui me taraudait. Et par conséquent, quand je suis monté à Paris, je me suis jeté dans les livres à la bibliothèque de Sciences Po, qui est une magnifique bibliothèque. Et j'ai commencé à me former une Weltanschauung, comme disent les Allemands, c'est-à-dire une vision du monde. Et si vous regardez mon livre, vous voyez qu'il y a un lien étroit entre l'action et la pensée. Quand je m'engage, c'est toujours en fonction d'une analyse,
que je crois juste, à tort ou à raison. Et c'est ce cheminement que je décris, je crois, assez impartialement, parce que ce livre est véridique. Je ne cherche pas à ramener la couverture à moi. Je décris les atmosphères auxquelles j'ai participé, celles de mon enfance, de mon lycée, du service militaire, de l'Algérie au moment de l'indépendance. Et puis l'atmosphère des années 60, quand jeune militaire libéré de ses obligations, après plus de 2 ans de service militaire, je considère que l'offre politique en France n'est pas convenable et j'imagine de lui en substituer une autre et de créer un think tank pour donner une sorte de journal de marche à l'Union de la gauche qui n'était pas encore faite. On va en parler dans quelques instants avec une autre date, Jean-Pierre Chevènement, le 12 juin 1971. A tout de suite sur Sud Radio avec Jean-Pierre Chevènement. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Jean-Pierre Chevènement. Ses mémoires chez Robert Laffont, Qui veut risquer sa vie la sauvera, avec plein d'anecdotes et des dates que j'ai retrouvées par rapport à ces anecdotes. Le 12 juin 1971, c'est la première fois que vous apparaissez à la télévision. Il y a le congrès du PS à Épinay-sur-Seine et vous êtes interviewé brièvement. En effet, c'est une grande date pour moi parce que c'est mon jour, si je puis dire, le congrès d'Épinay. J'ose le dire, je le fais, parce qu'il n'y a pas de majorité au Parti socialiste, indépendamment du CRS, c'est-à-dire du petit groupe de jeunes gens que j'anime, avec Didier Motchan, Georges Sarr, Pierre Guidonnet. Nous avons 8,5% des mandats. Et les deux coalitions adverses, Savary Mollet d'un côté 45%, Mitterrand Deferre-Mauroy 45%. Donc c'est selon que nous votons avec l'un ou avec l'autre que les majorités se font. Et sur les structures, par exemple la désignation à la proportionnelle des courants dans les organismes dirigeants du parti, nous votons avec Guy Mollet. Mais la fois suivante, pour ce qui est de la désignation du premier secrétaire et de la majorité qui va désigner le parti, nous votons avec François Mitterrand et nous mettons en minorité Alain Savary et Guy Mollet qui le soutenait. Donc c'est la fin d'une période dans l'histoire du socialisme, celle qui commence en 1946 et qui se termine en 1971, et c'est le début d'une autre période avec François Mitterrand, mais sur une base politique qui est la conclusion d'un programme commun avec le Parti communiste, sur la base d'un programme socialiste que Mitterrand me chargera de préparer. Donc j'ai en main, au soir du 12 juin 1971, beaucoup d'instruments d'influence, puisque, encore une fois, il n'y a pas de majorité sans nous dans le Parti socialiste. Alors, vous avez créé, donc, Jean-Pierre Chevènement, le CRS, ça veut dire le Centre d'études de recherche et d'éducation socialiste, qui n'a rien à voir avec le CRS, qui a été le premier timbre-poste d'usage courant français, qui a été gravé pour la première fois. Et à l'époque, on a ajouté CRS et République. Je ne sais pas, vous saviez ? Je le savais, mais avant, il y avait Cérès dans la mythologie latine. Cérès, c'est la déesse de la glèbe, et ajoutions-nous de la plèbe, c'est pas tout à fait vrai, mais de la glèbe. Cérès, qu'en grec on appelle Déméter, et nous voulions faire lever les moissons de jeunes militants, et nous y avons réussi parce que nous avons attiré des dizaines de milliers de jeunes gens qui, pleins d'enthousiasme, se sont lancés à l'assaut d'un monde à construire, que nous leur avions décrit sous des dehors pas seulement chatoyants, mais aussi rigoureux que nous le pouvions, parce que nous étions quand même une fine équipe, il faut le dire, avec des gens assez bien formés, issus des meilleures écoles, avec l'appoint décisif des postiers socialistes de Georges Sarr, et avec tout cela, eh bien, nous avons vraiment rebattu les cartes et créé les conditions de l'alternance 10 ans plus tard, en 1981. On peut dire que sans nous, ça ne se serait pas fait. Alors Mitterrand, vous l'avez connu en 65, rue Guilmer. Alors curieusement, on le sait peu, mais il habitait dans un immeuble où vivaient également Mariti et Gilbert Carpentier, qui ont fait les grandes émissions de variété à la télévision. Ah, ça je l'ignorais. Voilà. Donc c'était un homme secret qui ouvrait de temps en temps un tiroir. Il vous a beaucoup surpris. Un jour notamment, je crois qu'à Côte-sur-Loire, il y a une scène qui vous a beaucoup marqué, Jean-Pierre Chevènement. Oui, alors ça se passe comme ça. Je précise que nous avions créé le CRS en 1964, avant de connaître François Mitterrand. Peut-être même nous nous en méfions un petit peu. Ouais. Et nos préventions avaient disparu parce que nous l'avions trouvé quand même très attachant et intéressant. Et c'était réciproque, il y avait un petit coup de foudre.
Mais néanmoins, nous grandissions très vite. Et en 1970, au congrès de Grenoble, nous faisions déjà presque 20% des voix. Dans le parti, ça commençait à peser lourd. Donc, à ce dîner du jubilé de François Mitterrand, celui qui s'approche de la table où j'étais assis avec ma femme et Dalida, née en Égypte comme ma femme, et Mitterrand s'approche et glisse à ma femme: vous savez, il ne faudrait pas que Jean-Pierre me prenne pour Néguib. Néguib, c'était le général qui avait pris le pouvoir en Égypte et qui avait évincé un jeune colonel ambitieux, Gamal Abdel Nasser. Donc, moi, je n'étais pas du tout désireux d'évincer François Mitterrand. Ça me paraissait un procès très injuste. Je ne l'ai pas pris au sérieux. J'ai trouvé ça plutôt marrant. Ma femme était elle-même extrêmement surprise de découvrir le jeune homme qui venait de l'épouser sous les traits de Gamal Abdel Nasser. Voilà. Alors, il vous racontait aussi dans ce livre une anecdote inédite sur François Mitterrand. À Cosne-sur-Loire, en 60, il sort d'une voiture, il va se promener et il revient avec une certitude. Ah oui, effectivement, Cosne-sur-Loire, c'est autre chose. François Mitterrand demande à son chauffeur, qui est un sous-préfet, qui me la racontera par la suite quand il sera devenu préfet, il lui demande de s'arrêter dans la nuit, de le laisser se dégourdir les jambes. Et François Mitterrand fait une longue promenade dont il revient au bout de 3/4 d'heure en lui disant: j'ai compris, Alain Peyrefitte a raison, nous sommes au pouvoir à propos des gaullistes pour 30 ans si nous ne faisons pas de bêtises. Et il n'y a qu'une seule manière de déjouer ce piège, c'est de s'allier avec les communistes. C'est 1960. Ça montre quand même le sens stratégique de François Mitterrand, parce que rien ne le rapprochait du Parti communiste. Je peux vous le dire, c'était pas du tout un communiste. Et vous avez aussi vu naître Jean-Pierre Chevènement, le look de Mitterrand, son chapeau. C'est assez étonnant, ça aussi. C'est une Oui, je trouvaille. l'ai aidé à le choisir. Nous étions en très bons termes. Et il m'avait demandé de venir avec lui choisir un chapeau, car il voulait se faire un look un peu comme Léon Blum ou Aristide Bruand. Alors, il a cherché un chapeau et il a essayé un ou deux chapeaux et il me demandait: ne suis-je pas ridicule? Ne suis-je pas trop ridicule? Je lui disais: pas du tout, ça vous va très bien. Et alors, il a ajouté par la suite une écharpe et ça a donné le look mitterrandien que chacun connaît. Et puis, vous dites dans votre livre aussi, Jean-Pierre Chevènement, qu'il savait, alors que personne ne le savait, que Pompidou allait mourir rapidement. D'ailleurs, on se souvient de cette scène où, chez la brasserie Trip où il dînait, Roger Cazes, le directeur, vient lui annoncer à l'oreille la mort de Mitterrand. Il se lève sans finir son dîner pour préparer la mort de Pompidou. Il se lève directement pour aller préparer sa campagne. Oui, visiblement, François Mitterrand pensait à l'élection présidentielle. Nous pensions à l'union de la gauche, aux transformations qu'elle apporterait, à l'amélioration de la société à laquelle il fallait procéder. Et François Mitterrand, lui, il pensait surtout à l'élection présidentielle. Donc, il était plus attentif à la santé de Georges Pompidou que nous-mêmes. Voilà. Et en 1974, quand il a été battu par Valéry Giscard d'Estaing, il pensait que c'était fini. Vous faites partie de ceux qui lui ont dit: non, ça va marcher un jour ou l'autre, Jean-Pierre Chevènement. Oui, j'ai continué à le soutenir parce que dès qu'il a été battu, il a commis une petite imprudence ce jour-là. Il a dit: il faudra que d'autres plus jeunes prennent le relais et poursuivent le combat pour le socialisme. C'était un moment de déprime au lendemain de l'élection. Et naturellement, Michel Rocard y a vu un présage. Les ailes lui ont poussé. Et ensuite, après que François Mitterrand nous ait mis dans la minorité, il était très content de nous retrouver pour s'opposer à Michel Rocard au congrès de Metz en 1979 et l'écarter de la direction du Parti socialiste. C'est nous qui, encore une fois, lui avons fourni l'appoint nécessaire. Il m'a confié la rédaction du projet socialiste. La suite ne m'a pas appartenu parce qu'il en a très peu tenu compte. Alors, vous racontez aussi une scène étonnante. Vous êtes à Latché, dans sa bergerie, vous vous promenez et vous voyez un monsieur arriver avec une lettre pour François Mitterrand. On voit 3 silhouettes à l'orée de la forêt, habillées de noir, qui s'approchent de nous. Nous sommes devant la bergerie de François Mitterrand, qui lui sert de bibliothèque, et on reconnaît des Asiatiques. Puis, au fur et à mesure qu'ils se rapprochent, des écussons rouges au revers de la veste. Puis, on voit que ce sont des gens qui portent des insignes à la gloire de Kim Il-sung. Et ils nous demandent où est la maison de François Mitterrand. Je leur réponds: c'est ici, qu'est-ce que vous cherchez? Ils nous disent: nous venons porter à François Mitterrand une lettre de notre cher leader, une lettre d'invitation à
Pyongyang, la capitale de la Corée du Nord. Et nous sommes allés à Paris, puis on nous a envoyé à Château-Chinon, puis de la Biarritz. Nous avons marché à travers la forêt. Enfin, ils avaient mis 3 semaines pour arriver. Et François Mitterrand leur dit, eh bien, j'irai à Pyongyang. C'est un bon signe. Et effectivement, quand il est allé en Chine, où il était invité, quelques mois plus tard, il a fait un crochet par Pyongyang. Il se voyait peut-être en réunificateur de la Corée, mais ça faisait partie du prestige tiers-mondiste qui, à cette époque-là, était à la mode. On va continuer à parler de vous, de votre livre et de votre carrière avec une autre date, le 7 février 1983. A tout de suite sur Sud Radio avec Jean-Pierre Chevènement. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Jean-Pierre Chevènement. Qui veut risquer sa vie la sauvera, vos mémoires chez Robert Laffont, avec des souvenirs et surtout, vous rétablissez notamment une vérité sur une phrase historique que vous avez prononcée le 7 février 1983. Un ministre, ça ferme sa gueule, s'il veut l'ouvrir, il démissionne. Ça a fait le buzz, comme on ne disait pas encore, pendant des semaines. Ça continue à le faire. Disons que c'est un principe de déontologie qui est valable, mais il faut, pour bien comprendre cette affirmation devant des journalistes, c'est une conférence de presse que je donne en tant que ministre de la Recherche et de l'Industrie, avec le titre de ministre d'État que m'avait accordé François Mitterrand en prime. Je suis quelques jours après avoir remis une lettre de démission en main propre à François Mitterrand. Celui-ci, il faut le dire, m'a saboté le travail. Comme ministre de l'Industrie, j'essayais d'organiser les entreprises nationales en leur donnant une petite feuille de route avec quelques chiffres sur leurs résultats en matière d'investissement, de commerce extérieur, de recherche, d'emploi, de dialogue social. Et ça a été le prétexte d'une offensive organisée de main de maître par un certain nombre de gens qui, naturellement, ne souhaitaient pas voir mettre en œuvre une politique industrielle, chose qui me tenait beaucoup à cœur, car je considérais que déjà la France était sur une mauvaise pente, celle de la désindustrialisation, et par conséquent, pour moi, c'était une question vitale pour l'avenir du pays. Et j'y mettais beaucoup de moi-même, je travaillais comme une bête. Et François Mitterrand avait confié à Attali le soin de dire aux journalistes sur les marches du palais qu'il fallait éviter qu'il y ait des tracasseries inutiles à l'égard des entreprises nationales de la part de l'autorité de tutelle. L'autorité de tutelle, c'était moi, Jean-Pierre Chevènement. Donc je m'éreintais à faire ce travail ingrat en négociant avec les syndicats tous les jours. Et François Mitterrand me cassait la baraque. Il y avait derrière tout cela beaucoup de choix pour la France, en particulier celui de savoir si nous resterions dans le système monétaire européen, si nous accrocherions une monnaie faible ou forte, et aussi la question de la dérégulation, la question posée par le néolibéralisme qui avait pris le pouvoir en Angleterre, Mme Thatcher aux États-Unis avec Reagan. C'était donc un moment tout à fait crucial. Et François Mitterrand me cassa la baraque. J'exerce sur lui la pression maximum. Je lui dis, je ne peux pas travailler dans ces conditions-là. Vous ne pouvez pas me saper le travail de cette manière. Je préfère vous dire, je ne sais pas faire. Et par conséquent, je vous remets ma démission. Et je l'ai fait non pas sur un... Enfin, bien sûr, il y avait une colère. Mais en même temps, je savais que l'équation était impossible si François Mitterrand ne revenait pas sur cette orientation. Alors François Mitterrand a écarté la lettre, m'a dit « Écoutez, attendez les municipales, on verra bien après ». Et j'ai attendu, parce que j'étais tout à fait loyal à François Mitterrand, j'ai attendu les municipales, qui d'ailleurs m'ont permis d'être élu maire de Belfort. Et au lendemain des municipales, Mauroy m'a téléphoné, m'a dit « Tu prends l'équipement ?» Je lui ai dit « Non, je ne prends pas l'équipement, c'est l'industrie ou rien. » Donc Mauroy a dit ben, « Alors ce sera rien. » Et alors, voilà, j'ai quitté le gouvernement. Mais un an après, je suis revenu, parce qu'il y avait le naufrage de l'éducation nationale, la grande querelle du XPULED, le grand service public unifié laïque de l'éducation nationale, et l'affaire scolaire, comme on a dit, Savary démissionnant. Pour moi, c'était dramatique, parce que c'était quand même l'effondrement de l'école publique à laquelle je tiens beaucoup, comme fils d'instituteur, et je me suis laissé convaincre par Fabius, qui était le nouveau Premier ministre pressenti, d'accepter le poste de ministre de l'Éducation nationale, après qu'il ait vérifié auparavant auprès de François Mitterrand et sans doute des dirigeants de la FEN que j'étais persona grata. Donc voilà, je suis devenu
ministre de l'Éducation nationale, c'était un détour pour retaper la République, ce qui était devenu mon ambition, parce que à partir du moment où le Parti socialiste était au pouvoir, je considérais qu'il était au service de la France. Il était au service d'une République qui était brinque-ballante, qui était déjà à reconstruire. Alors, vous avez découvert aussi les ministères, Jean-Pierre Chevènement, la lenteur de l'administration, c'était une surprise au début, et puis vous avez subi les fake news quand ça s'appelait pas encore comme ça s'appelait les fausses nouvelles. On vous a accusé, je crois, de recenser les machines à écrire dans votre ministère. Oui, c'est totalement aberrant, mais c'est un dirigeant d'entreprise nationale, qui était d'ailleurs des têtes à penser de la deuxième gauche, qui est allé raconter ça dans un déjeuner, qu'un autre PDG m'a rapporté par le menu, c'était Georges Besse, qui était un de mes amis que j'avais proposé à Mitterrand pour présider d'abord Péchinet Eugène Kuhlmann, puis qui a présidé Renault, qui a été assassiné par action directe. Et lui, Georges Besse, était venu me raconter ce qui s'était passé. Il m'avait dit, si vraiment je gérais mon entreprise comme François Mitterrand gère l'État, il y a longtemps que mon entreprise serait en faillite. Hein, et bon, je lui reste reconnaissant de sa sollicitude à mon égard. Alors, il y a quand même une chose étonnante. Lorsque vous êtes devenu ministre, Jean-Pierre Chevènement, on vous a demandé de respecter une règle très précise, arriver à l'heure au Conseil des ministres, alors que Mitterrand n'était pas toujours à l'heure, et ne pas lire son journal pendant le Conseil des ministres. Oui, ça peut paraître bizarre, mais c'est ce que François Mitterrand a dit à tous les ministres, d'ailleurs. Hein. Premièrement, ne pas bavarder. Deuxièmement, arriver à l'heure, sinon la porte est fermée. Et puis, ne pas faire passer des petits billets autour de la table du Conseil des ministres, ce que d'ailleurs les ministres ont enfreint très rapidement. Mais alors, vous avez aussi, lorsque vous êtes devenu ministre de l'Éducation nationale, reçu la visite d'un ancien ministre, qui est Edgar Faure, et qui a remarqué une particularité dans votre bureau, la poignée de la porte était à l'envers. Absolument, je me flattais de réformer un certain nombre de choses qu'avait fait Edgar Faure. Par exemple, de redonner un certain lustre aux humanités. Il avait supprimé le latin en 6e. Et Edgar Faure me dit, il y a au moins une chose qui n'a pas changé. Je lui dis, quoi? Il me dit, c'est le sens de la poignée de la porte, elle tourne toujours à l'envers. C'est moi qui l'ai fait tourner à l'envers, parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de monde dans le couloir. Les gens pénétraient dans le bureau du ministre sans frapper à la porte, et par conséquent, j'avais introduit cette légère modification qui leur compliquait la tâche. Et vous voyez, ça dure toujours. Oui, et ça a donné une idée à une directrice de théâtre aujourd'hui décédée qui, pour éviter les huissiers qui venaient chez elle, avait enlevé la poignée de porte de l'ascenseur, ce qui fait que les huissiers montaient, ne pouvaient pas sortir. C'est le même combat. Alors, vous avez aussi, pendant que vous étiez ministre de l'Éducation, Jean-Pierre Chevènement, rétabli le concours général des lycées et collèges. Et ça, c'est quelque chose auquel vous teniez. Oui, j'y tenais parce que l'idée du mérite me paraît importante. Des théoriciens qui d'ailleurs étaient très à gauche, Langevin et Vallon, avaient dit que le but de l'école, c'était la promotion de tous et la sélection des meilleurs. Et moi, j'avais inventé une formule, l'élitisme républicain. Quoi de plus manifeste que de récompenser publiquement, dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne, ceux qui avaient eu accès au prix du concours général. Donc voilà, j'avais rétabli cette cérémonie. Ça a eu beaucoup de succès en 1985. C'était la manifestation claire que je voulais inverser le sens de la poignée de l'école publique. Je voulais que ça tourne dans le bon sens. Voilà, et ce concours général, c'est quand même une tradition très ancienne, puisque les premiers prix d'excellence ont été décernés au XVIIIe siècle par des chanoines, Legendre et Collot, et la première distribution de prix a eu lieu le 23 août 1747 en présence du Parlement de Paris et du futur chancelier de l'université. Mais c'est déjà l'esprit des Lumières. Exactement. Alors ensuite, il y a eu des tas de choses dans la cohabitation. Et vous êtes témoin de ce qui s'est passé en coulisses lorsque la gauche avait perdu les élections et qu'il a fallu nommer Chirac en 86. Ça n'a pas été simple, Jean-Pierre Chevènement. Ça n'a pas été simple. Mitterrand a réuni les dirigeants du Parti socialiste, moins pour prendre leur avis parce qu'ils suivaient le sien, François Mitterrand, mais pour sonder un petit peu les esprits. Et certains se sont prononcés contre Chirac, qui était l'incarnation du diable, et d'autres ont au contraire approuvé François Mitterrand, j'en étais, de le prendre comme Premier ministre. Et au lendemain, non pas au lendemain, à la sortie du premier Conseil des ministres, il y a un déjeuner à l'Élysée, j'y participe, et François Mitterrand dit je ne vais pas faire plaisir à Chevènement, mais je vais expliquer aux Français ce qu'il faut pour
revenir aux affaires, nous allons les prendre par leur petit côté. La droite ne manquera pas de supprimer l'impôt sur la fortune, ou bien l'autorisation administrative de licenciement. Et puis, la droite fera certainement beaucoup de bêtises dans différents domaines que je ne peux pas prévoir, mais c'est là-dessus que nous reviendrons. Et ça a marché puisque... Et ça a marché puisqu'en 88, il a été réélu. Et il détestait, je crois, le mot cohabitation, François Mitterrand, Jean-Pierre Chevènement. Oui, ça ne lui plaisait pas parce que ça introduisait une confusion entre la droite et la gauche. Or, il ne voulait pas de cette confusion. Ça n'a pas empêché qu'en 88, il soit revenu sur un programme à l'eau tiède, ni nationalisation nouvelle, ni privatisation, et un programme qui était très européiste. Donc, en réalité, François Mitterrand s'accommodait très bien de la cohabitation quand c'était avec le Premier ministre qu'il choisissait, Cornaquet. D'ailleurs, il a toujours été plus ou moins en cohabitation. Il a toujours été le président de la République. Voilà. Et d'ailleurs, il y a un Premier ministre qui est Pierre Bérégovoy, qui est venu après, et il aurait pu venir avant, et vous le racontez aussi, Jean-Pierre Chevènement, vous avez assisté à la scène où Bérégovoy a failli être Premier ministre bien plus tôt. Oui, parce que François Mitterrand, contrairement à la légende, voulait sortir du système monétaire européen. Il considérait que le mark était une monnaie trop forte qui handicapait la compétitivité française. C'était l'avis de Jean Riboud, son principal conseiller en matière économique, patron de Schlumberger. Mais il n'a pas trouvé les hommes pour faire cette politique. Ni Mauroy, qui lui a répondu « je ne sais pas conduire sur le verglas », ni évidemment Delors, qui, comme président de la Commission européenne un an après, a mis en route l'acte unique, c'est-à-dire la dérégulation à l'échelle européenne et mondiale, c'est-à-dire la suppression de toutes les barrières dans tous les domaines, notamment la libération des capitaux qui se fait sans harmonisation de la fiscalité sur l'épargne. Donc, quand Mitterrand cherche quelqu'un, il ne le trouve pas et il s'adresse à Bérégovoy. Mais Bérégovoy est un homme trop isolé, il ne s'entend pas bien avec Fabius, qui à l'époque vise Rivoli, et finalement, ça ne se fait pas. Mitterrand revient vers Mauroy, qui accepte de redevenir Premier ministre, mais pour faire sa politique, la politique qui lui paraissait bonne. Alors, il y a également ensuite votre nomination comme ministre de la Défense, dépendant donc directement de François Mitterrand, et vous avez beaucoup travaillé sur cet événement. Le bicentenaire de la Révolution, Jean-Pierre Chevènement, ça a été un événement international. Oui, parce que François Mitterrand a convoqué le G7 à Paris le jour du défilé de Jean-Paul Goude, le 14 juillet 1989. Et moi, j'ai organisé au mois de septembre la commémoration de Valmy pour associer l'armée à la République et à l'histoire de la République. Je rappelle que le 22 septembre, c'est la proclamation de la République, mais la veille, 21 septembre, c'est Valmy. Donc, c'était une manifestation culturelle, un peu curieuse, parce que j'avais confié un peu les clés de la maison dans ce domaine à Patrick Bouchin, que m'avait désigné Jacques Lang, le ministre de la Culture. Et c'est quand même une fête qui a été suivie par 800 millions de téléspectateurs dans le monde. Et vous avez vu François Mitterrand dans ces derniers jours, et c'est une image très particulière que vous donnez. Oui, François Mitterrand m'a fait venir dans l'appartement qu'il occupait rue Frédéric Leplay. C'était à la fin du mois de novembre 1995, c'est-à-dire à peine un mois avant sa mort. Et j'en suis sorti absolument bouleversé parce que j'avais gardé le souvenir du Mitterrand que j'avais connu dans la conquête du pouvoir, quand même 15 ans qui nous ont étroitement soudés. Et puis ensuite, dans la contestation que je faisais de sa politique, notamment en matière économique, le néolibéralisme n'était pas ma tasse de thé, même au prétexte de l'Europe. Donc nous avions des conflits, mais enfin des conflits qui n'ont jamais altéré notre relation fondamentale. Et j'ai vu Mitterrand me dire « Ah, vous savez, si je pouvais être en Corse, au soleil, assis sur un banc, avec cette canne, c'est là que je me sentirais le mieux. » Et il m'a raccompagné ensuite à l'ascenseur. Il a fait l'effort surhumain de m'accompagner jusqu'au bout. Il ne me reconnaissait plus à la fin. Il a serré la main de mon officier de sécurité plutôt que la mienne, en me disant des choses très aimables pour ma femme.
Donc je me sentais très, très ému. Il y avait de quoi, il y a beaucoup d'autres moments d'émotion dans ce livre dont on va parler dans quelques instants à travers la date de sa sortie, le 17 septembre 2020. A tout de suite sur Sud Radio avec Jean-Pierre Chevènement. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Jean-Pierre Chevènement. 17 septembre 2020, sortir donc de ce livre dont on parle depuis le début de l'émission, Qui veut risquer sa vie la sauvera, vos mémoires chez Robert Laffont. Pourquoi d'abord avoir fait ce livre, Jean-Pierre Chevènement? Je l'ai fait parce que, vous savez, on me l'a demandé d'abord, mon éditeur. J'ai publié dans la collection bouquins tout ce que j'ai fait et dit tout au long d'une vie de plus de 50 ans. Donc c'est une immense fresque qui va de la guerre d'Algérie à aujourd'hui. Et même si on revient aux années d'enfance, des années d'occupation et de la libération jusqu'à aujourd'hui. Donc ce sont des fresques successives avec des tableaux, des portraits, une atmosphère pour chaque époque et un lien de cohérence parce que j'ai progressé. Je suis venu, non pas du socialisme à la République, mais j'ai de plus en plus républicanisé mon socialisme jusqu'au point où je ne discerne plus l'un de l'autre. Je considère que travailler pour la République, c'est-à-dire pour ses concitoyens, pour la France, pour cette continuité historique qu'est la France depuis 15 siècles, c'est quelque chose qui peut emplir une vie. Donc je l'ai fait à chaque moment, en prenant des risques. La parole de Saint Matthieu, c'est « qui veut sauver sa vie la perdra, qui veut risquer sa vie la sauvera ». Je n'ai gardé que la deuxième partie, « qui veut risquer sa vie la sauvera », et j'ai pris quelques risques. Oui, parce que écrire ce livre, ça a été une épreuve pour vous, Jean-Pierre Chevènement. En même temps, ça a été une épreuve parce que je l'ai fait honnêtement, donc je me suis contraint à l'introspection, à juger de mes motivations. Je le fais avec un regard assez distancié. D'ailleurs, je ne cherche pas, encore une fois, à me dorer la pilule. Je montre bien toute la difficulté de certains choix et la logique qui les sous-tendait. Et votre évolution, vous dites que vous aviez au départ des convictions que vous n'auriez peut-être pas aujourd'hui. Oh, mes convictions d'enfance, c'est celles que m'a légué ma mère, enfin mes parents, instituteurs dans le Haut-Doubs. Disons que c'est une éducation républicaine. Mes parents votaient socialisme, mais ils n'étaient pas socialistes. Ils étaient plutôt madésistes. Et moi-même, je suis devenu madésiste à l'âge de 15 ans. Et j'aimais Mendès France. Et je me suis tourné vers De Gaulle parce que j'ai trouvé que De Gaulle était quand même plus efficace pour résoudre le problème des guerres coloniales et éviter à la France une guerre civile. Elle aurait été désastreuse. Oui. Vous avez plusieurs fois été ministre, et la dernière fois que vous avez été ministre ministre de l'Intérieur. Vous avez aussi démissionné. Et lorsque vous étiez ministre de l'Intérieur, il s'est passé un drame au pont de l'Alma, et vous l'avez vécu en direct, Jean-Pierre Chevènement. Oui, puisqu'on m'a appelé sur le coup de 9 ou 10 heures le soir pour m'annoncer l'accident de Lady Diana. De Lady Diana. Et naturellement, je suis parti de Nainville-les-Roches, il y a un petit château qui appartient au ministère de l'Intérieur, pour aller tout de suite à la Pitié-Salpêtrière. Je suis arrivé avant Lady Di, qui n'est arrivé que plusieurs heures après, 2 ou 3 heures après. J'ai pu reconnaître son visage qui n'était nullement tuméfié. J'ai espéré qu'il survivrait et j'ai passé la nuit avec l'ambassadeur de Grande-Bretagne à attendre un pronostic favorable. Il n'est pas venu malheureusement et on nous a annoncé que Lady Di allait mourir. Donc j'ai cherché à joindre le président et le Premier ministre, Jacques Chirac et Lionel Jospin qui étaient à La Rochelle, donc ils ne pouvaient pas revenir. Donc c'est moi qui ai annoncé à la presse anglo-saxonne et mondiale, il y avait au moins 300 journalistes dans une petite salle, c'était tout à fait impressionnant. Je leur annonçais la mort de Lady Di, il fallait trouver les termes, parce que tout, je dirais, le monde entier regardait ce qui se passait, hein, et tout ça a été reproduit, rediffusé. Et en me rendant sur le lieu de cette conférence de presse, j'ai rencontré Mohamed El Fayed, le père de Dodi, l'amant de Lady Di, qui venait reconnaître son fils. Je lui ai indiqué le chemin de la morgue et il m'a dit c'est le destin avec beaucoup de dignité. Ce sont des souvenirs bouleversants. D'ailleurs, vous avez fait venir un costume noir du ministère pour être dans le ton de cette annonce, Jean-Pierre Chevènement. J'étais en tenue de campagne, si je puis dire. J'étais à la campagne, donc je n'étais pas du tout avec une chemise ouverte.
Donc j'ai fait venir en effet un complet sombre et une cravate, une chemise blanche, pour pouvoir être en état de faire cette conférence de presse, qui était un exercice difficile, parce qu'il fallait parler avec les mots justes de Lady Di. Donc j'ai parlé de cette princesse libre et sensible. Et d'ailleurs, vous avez tenté pendant toute la nuit de joindre Jacques Chirac, le président de la République, qui était introuvable. Il était introuvable, enfin, c'était pas à moi de le trouver, c'était les gens de l'Élysée. Enfin, je ne sais pas quel directeur de cabinet, monsieur Landrieux peut-être, qui avait la tâche de le trouver. Alors, ce qui est étonnant, c'est que cette histoire, finalement, on ne l'a jamais élucidée. Qu'est-ce qui s'est passé sous le pont de Lama? On a tout dit, que monsieur Paul était ivre, qu'il y avait une voiture en face. C'est un mystère total, Jean-Pierre Chevènement. Oh, je pense que ce n'est pas un mystère. Il y a une enquête qui a été faite par la police et la justice. Alors, le père de Dadi Al-Fayed était persuadé que c'était un coup des services secrets britanniques, aidé par les services secrets français. Alors, j'ai essayé d'en dissuader, mais vainement. En réalité, je pense que ce chauffeur devait avoir un peu d'alcool dans le sang et puis conduisait très vite. Et ne s'est pas rendu compte qu'en s'engouffrant dans le tunnel de l'Alma, il allait percuter l'un des poteaux. Voilà, c'est un accident malheureusement très banal. Dodi Al-Fayed occupait la place du mort et Lady Diana était à l'arrière. Sans ceinture. Sans ceinture, je ne me rappelle plus. Mais donc les éléments de l'enquête l'illustrent et j'ai confiance dans la police judiciaire. Alors, quand on lit votre livre, Jean-Pierre Chevènement, on s'aperçoit combien vous êtes attaché à la grande histoire. Vous avez rencontré les grands de ce monde. Vous avez vécu la chute de l'URSS, celle du mur de Berlin, et vous avez connu Poutine. J'ai connu Poutine. Je l'ai même connu quand il était encore Premier ministre. À l'époque de la première guerre de Tchétchénie, j'étais en Russie pour la libération d'un otage dans le Caucase. Et puis j'ai revu Poutine à plusieurs reprises comme envoyé spécial du président de la République pour la Russie. Donc oui, je connais Poutine qui essaye de redresser l'État, qui a essayé de redresser l'État et qui est parvenu à un moment très difficile dans l'histoire de la Russie, après une décennie de désordre incroyable sous la présidence de Boris Yeltsin. Et il a l'air très dur comme ça, mais finalement, il a des côtés attachants que vous avez remarqués, Jean-Pierre Chevènement. Ce n'est pas un enfant de cœur, parce que, évidemment, on ne devient pas président de la Russie, de la Fédération de la Russie, si on a un enfant de cœur. Mais je pense que son but a été de relever la Russie, de la moderniser, de mettre au pas les oligarques, et c'était nécessaire, à condition qu'ils ne fassent pas de politique. Et naturellement, il a beaucoup à faire, parce que la Russie est un pays compliqué, très complexe, avec 147 millions d'habitants, 20 millions de musulmans, 85 nationalités pour le moins. Et sa tâche est évidemment très difficile. Et puis il y a des gens qui peuvent chercher à la lui compliquer. Je pense que dans les événements qui se passent, il y a aussi de cela. Et il faut toujours bien connaître la Russie si on veut en parler justement. Et puis, vous avez connu Ronald Reagan, mais pas comme président, mais comme gouverneur de Californie, Jean-Pierre Chevènement. Oui, j'ai connu Ronald Reagan, à qui j'ai dit, mais alors, vous avez la réputation d'extrême droite, d'un homme d'extrême droite, et qui m'a dit, mais pas du tout. J'étais au Parti démocrate, j'étais même syndicaliste, je collectais les fonds, enfin les cotisations des acteurs, et je peux vous dire qu'il ne voulait jamais payer. J'en ai eu marre, et au bout de 10 ans que je suis passé chez les Républicains, il m'a raconté ça d'une manière très drôle, et j'ai noué une relation très cordiale avec lui, mais c'était en 1960, dans les années 60. J'étais très jeune, j'étais un galopin à l'époque. Oui, mais on n'imaginait pas qu'il deviendrait un jour président des États-Unis. Ben, lui était sur le sable, il avait été battu par Barry Goldwater dans les primaires américaines au présidentiel. Par conséquent, on ne lui donnait aucun avenir. C'est pour ça qu'il n'avait rien à faire et qu'il me recevait. Et dans ce livre, vous évoquez aussi vos 3 semaines dans le coma. Je crois que c'est François qui a annoncé votre mort, et vous êtes bien vivant, on le voit aujourd'hui. Vous avez eu un accident thérapeutique, mais qui aurait dû mal finir, Jean-Pierre Chevènement. Ça tient essentiellement au fait que pour une opération bénigne, qui n'a d'ailleurs pas eu lieu, une opération de la vésicule biliaire, qui m'a fait souffrir le soir même de la victoire de la France à la Coupe du Monde de football, on m'a administré une dose de curare. Et cette dose de curare, qui devait immobiliser mes viscères, a tellement bien fait son travail que mon cœur s'est arrêté pendant 55 minutes. Et que grâce à, non pas aux électrochocs, une bonne douzaine,
mais grâce aux médecins militaires du Val-de-Grâce, Manu Militari, donc, ils m'ont ranimé. Et au bout de 55 minutes, mon cœur est reparti. Alors j'étais en mauvais état. Ma femme ne voulait pas qu'on me voie dans cet état-là. Et vous êtes resté ministre, et un mois de votre vie a totalement disparu de votre mémoire. Disons que tout ce mois où j'ai été, enfin 3 semaines exactement, où j'ai été dans le coma, naturel d'abord, puis artificiel, pour éviter que je ne souffre trop de mes organes endommagés, eh bien, tout s'est passé en dehors de moi. Et je dois dire que même les quelques jours qui ont précédé ces accidents thérapeutiques, j'ai presque complètement perdu le souvenir de ce qui s'y est passé. C'est étonnant. Mais que vous soyez là, les médecins ont considéré que c'était un miracle. Oui, j'ai fait quelques rêves. C'est la seule chose que je garde de cette période. Alors, il y a une chose qu'on sait peu sur vous, c'est que vous avez également écrit un film sur Louis Rossel avec un comédien dont nous allons entendre la voix. L'épicerie marchait bien. Les petits Semmelweis furent bien nourris. André Dussolier. Philippe eut André un jour- Dussolier. Et qui lui aussi a eu une vie, une enfance particulière. Il était totalement isolé, il avait peu d'amis. Et un jour, il a eu un copain qui est venu à la maison. Il l'a enfermé pour que ce copain ne parte pas de chez lui. C'est assez curieux. Qu'est-ce que c'était que ce film sur Louis Rossel? Pourquoi? C'est une chose qu'on ne connaît pas de vous, Jean-Pierre Chevènement. Rossel, c'est un jeune officier sortant de Polytechnique qui s'échappe de Metz, gagne la Grande-Bretagne, puis Gambetta, qui le nomme colonel. Et à l'issue de la guerre de 70-71, il refuse la défaite et il choisit la Commune, car il choisit le parti de ceux qui n'ont pas capitulé. Il en devient ministre de la guerre. Et il doit démissionner à un moment parce qu'il n'est pas d'accord avec les dirigeants de la Commune qui conduisent la guerre n'importe comment contre les Versaillais. Donc les Versaillais l'attraperont, ils ne se cachent même pas. Et il sera fusillé après avoir refusé la grâce que Thiers lui offre s'il accepte l'exil. Mais Rossel répond « Si je promets, je tiendrai, et je ne promettrai pas ». Par conséquent, il accepte d'être fusillé à Satory. Je ferai déposer des fleurs sur sa tombe comme ministre de la Défense en 1990. Et ce personnage vous fascinait, Jean-Pierre Chevènement. Mais oui, c'est un homme qui a écouté sa conscience, son patriotisme, et qui a préféré avoir une vie brève et intense plutôt qu'une vie qui aurait été lamentable. Alors, vous avez servi pendant 50 ans votre engagement politique et intellectuel, et François Mitterrand vous a dit un jour « Le pouvoir, c'est la noblesse de la politique ». Oui, c'était au lendemain des élections législatives de 1973. Et il me dit, Jean-Pierre, si je vous écoutais, vous et vos amis, nous aurions peut-être 150 députés, mais nous n'aurions pas le pouvoir. Or, le pouvoir, c'est la noblesse de la politique. Je lui ai répondu, mais le pouvoir pour le pouvoir n'est pas non plus un horizon. Et la conversation s'est perdue ensuite dans l'action, si je puis dire. Et la politique, vous avez arrêté à 75 ans, mais vous continuez à travailler. Je n'ai pas arrêté. Alors, je n'ai plus de mandat. Je n'ai pas voulu renouveler mon mandat sénatorial. Je m'étais fixé depuis très longtemps de partir à 75 ans. J'avais été élu pendant 41 ans du territoire de Belfort, que je veux associer toute cette fresque d'histoire, car je n'ai rien fait tout seul. J'ai fait beaucoup avec des amis, des militantes, des militants. J'ai réuni les maires du territoire de Belfort. Je leur ai dit, écoutez, pour moi, la vie continue, mais je ne sépare pas le combat d'idées du combat politique, et par conséquent, je poursuivrai le combat d'idées, même si je n'ai plus de mandat. Et bien la preuve, ce livre, Qui veut risquer sa vie la sauvera, chez Robert Laffont, que je recommande à toutes celles et ceux qui veulent vraiment savoir ce qu'il s'est passé pendant 50 ans, et vous le racontez très bien. Merci Jean-Pierre Chevènement d'avoir participé à ces clés d'une vie et d'avoir fait ce livre. Merci. Et puis les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt, et surtout restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.